Hakuki est l'un des plus grands généraux de l'histoire de Qin et de la Chine tout entière. On le surnommait la machine à tuer ou encore le dieu de la guerre. Durant toute sa vie, il a participé à plus de 70 batailles et n'a jamais connu la défaite. Pendant la période des royaumes combattants, on estime à 2 millions le nombre de soldats qui ont perdu leur vie sur les champs de bataille. Hakuki est responsable de la mort d'1 million d'entre eux. Bonjour à tous, c'est Zilford, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'elle va être le point de départ d'un nouveau concept sur ma chaîne. Sobrement appelé Focus sur, cette série de vidéos va me permettre de traiter plus en profondeur un personnage de mon choix. Et pour cette première édition, j'ai décidé de choisir l'un des personnages les plus mystérieux de Kingdom, Hakuki. Bien qu'il soit mort avant le début du manga, les actions de Hakuki vont avoir des conséquences importantes sur nos deux protagonistes, Sei et Shin. Comme vous le savez tous, Hakuki, le leader des 6 grands généraux de Qin à l'époque du roi Shō, est derrière le massacre de Shuhei où plus de 400 000 prisonniers ont été enterrés vivants. À cause de ce massacre et de la rancœur des habitants de Zhao qui en découle, Sei va vivre un véritable enfer durant toute son enfance à Kantan. De son côté, Shin lui comprendra toute la haine des habitants de Zhao à travers son combat contre Mangoku, qui est littéralement la personnification de cette haine. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur les motivations d'Hakuki. D'ailleurs, on ne connaît pas grand chose de lui dans le manga. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler du vrai Hakuki, du vrai personnage historique. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne spoilera en aucun cas le manga. Tous les événements que je vais relater dans cette vidéo se passent plusieurs décennies avant le début de Kingdom. Je sais pas si un jour Hara reviendra plus en détail sur ce personnage dans le manga, mais perso je pense avoir assez attendu, donc je suis allé voir de moi-même. Tout ceci étant dit, nous pouvons commencer. Hakuki, de son vrai nom Baichi, a commencé sa carrière en tant qu'officier dans l'armée de Qin. Grâce à ses talents militaires et son ingéniosité hors du commun, il gravira très rapidement les échelons de l'armée. Autour de ses 35 ans, il sera élu le commandant en chef de l'armée de Qin pour affronter les 240 000 soldats d'une alliance formée entre l'état de Han et de Wei. Bien qu'en nette infériorité numérique, moins de la moitié que le camp adverse, Baichi anéantira l'armée ennemie et étendra le territoire de Qin. Suite à cet exploit, il obtiendra la confiance de son roi qui lui donnera alors encore plus de pouvoir. Même le puissant état de Shu enchaînera les défaites contre lui. Baichi ira même jusqu'à occuper leur capitale. Peu importe le nombre de soldats que pouvaient envoyer les autres états, peu importe la bravoure et le courage qu'ils avaient, ils finissaient toujours par perdre contre Baichi. Après que Baichi ait très largement affaibli les royaumes voisins, Qin décidera d'attaquer son principal rival, l'état de Zhao. Cette guerre s'appellera la guerre de Changping et on s'en souviendra comme de la guerre la plus cruelle de l'histoire de la Chine antique. Plus d'1 million de soldats participeront à cette bataille et plus de la moitié vont y mourir. Cette bataille, vous la connaissez tous, c'est la bataille de Shuhei. Contexte, l'état de Qin envahit Han en -265 avec l'intention d'annexer la province de Shangdang, coupant l'ensemble de ses communications avec le reste de Han. Ce plan fonctionne plutôt bien puisque Shangdang fut complètement isolé du reste de Han et était sur le point de tomber. En fait, Qin voulait utiliser cette province de Han comme de sa base d'opération pour ses futures batailles contre Zhao. Au bord de la défaite, Han décidera de donner la province à Zhao. Quitte à le perdre, autant ne pas donner ce plaisir à Qin. Le roi de Zhao accepte le territoire, un territoire gagné gratuitement ça fait toujours plaisir, et il envoie alors le grand général Liam Po pour gérer la menace représentée par Qin. Ce Liam Po, vous le connaissez très bien puisqu'il s'agit de l'un des 3 grands cieux de Zhao. Rempa. Les deux armées se rencontrent à Changping en -262. L'armée de Qin dirigée par un certain Wang He fait face à celle de Zhao, menée par Liam Po. Il y aura plusieurs affrontements, mais aucun des deux camps n'arrivera à vraiment prendre l'avantage. Liam Po, après avoir subi quelques défaites mineures, conclut que la patience serait la clé de la victoire. Qin se battait loin de son territoire, alors que Zhao était bien plus proche, et donc il a fait du ravitaillement le nerf de la guerre. Et je vous rappelle que chaque armée compte 500 000 soldats. Ravitailler autant de soldats est une entreprise bien difficile. Liam Po opte donc pour une stratégie défensive. Il fait construire une série de fortifications et campe dedans, en attendant que l'armée de Qin s'épuise, manque de nourriture et finalement qu'elle parte d'elle-même. C'est une guerre d'usure qui se met en place. Cependant, Qin ne part pas. Ils continuent leur attaque sur les forteresses et la situation sera bloquée pendant 3 longues années. Mais Qin n'avait pas l'intention d'abandonner. Il fallait faire quelque chose pour faire évoluer la situation. Et le faire assez vite car plus la guerre dure, plus le ravitaillement devient difficile et plus le moral des troupes baisse. Qin va leur faire quelque chose de très intéressant. Ils vont envoyer un très grand nombre d'espions dans l'état de Han et de Zhao, dans toutes les couches de la société, en particulier à Kantan, puis répandre la rumeur comme quoi Liam Po était trop peureux et vieux pour mener encore des batailles. Et c'est pour ça qu'il se cacherait derrière ces forteresses.
Et cette guerre d'information va marcher. Le roi de Zhao était déjà un peu lassé par la stratégie défensive de Liang Po qui avait gelé le front depuis 3 ans maintenant. Et les rumeurs qui circulent sur lui vont finir de le convaincre de révoquer Liang Po et de le remplacer par un autre général, Zhao Kuo. On raconte que ce Zhao Kuo était si incompétent que sa propre mère aurait essayé de dissuader le roi de cette décision. De son côté, Qin va secrètement remplacer Wang He par Bai Qi. On a donc d'un côté Zhao qui retire l'un de ses meilleurs généraux de la bataille, et de l'autre on a Qin qui envoie discrètement sur le front son meilleur général. Le roi de Zhao en avait marre de la guerre défensive de Liang Po. Fort bien. Quand Zhao Kuo prend le commandement, il ordonne à son armée de sortir des forteresses et d'envahir le camp de Qin. Et c'est là que la première grosse opportunité depuis plus de 3 ans va se présenter pour Qin. Bai Qi va leur feindre une retraite précipitée qui laisserait croire qu'ils sont en train de fuir. Mais en réalité, son but est d'éloigner le plus possible l'armée de Zhao de ses forteresses. Et dans le même temps, il place discrètement 30 000 cavaliers derrière l'armée de Zhao afin de bloquer toute retraite. Avec ce mouvement, le gros de l'armée de Zhao était maintenant encerclé. Et là, le piège se referme doucement sur eux. Privés de leur forteresse, les forces de Zhao construisent un nouveau camp sur une colline, se préparant à résister. Lorsque le roi de Qin entend la nouvelle, il lève très rapidement une autre armée, et ils n'auront qu'une seule mission, c'est de bloquer les renforts et l'approvisionnement en nourriture que pourrait recevoir l'armée encerclée de Zhao. Le campement de Zhao sera assiégé pendant 46 jours. Affamés et assoiffés, les forces de Zhao firent 2 sorties désespérées dirigées par Zhao Kuo lui-même. Il sera tué par un archer de Qin et son armée sera défaite. La suite de l'histoire, vous la connaissez tous. On raconte que Bai Qi laissa en liberté seulement 240 des plus jeunes soldats de Zhao. Le reste, plus de 400 000 prisonniers seront enterrés vivants. Au total, Zhao perd plus de 450 000 de ses meilleurs soldats durant la bataille et Qin la moitié de son armée. Aujourd'hui encore, on ne connaît pas vraiment les raisons qui ont poussé Bai Qi à commettre ce massacre. Certains disent qu'il n'était tout simplement pas possible de s'occuper d'autant de prisonniers pour des raisons de logistique. Et que même si on les faisait venir à Qin, cette armée composée des meilleurs soldats de Zhao déstabiliserait tout le royaume de l'intérieur. Les rendre à Zhao aurait été aussi sans intérêt puisque Qin aurait besoin de les combattre à nouveau lors des prochaines batailles. D'autres pensent que Bai Qi suivait tout simplement les ordres de son roi, qui pour ne pas être blâmé pour ce geste, se cacherait derrière son général. Quoi qu'il en soit, Bai Qi élimine ainsi la plus grande menace qui pesait sur Qin. Après cette bataille, Qin était définitivement devenu l'état le plus puissant de la Chine. Mais Bai Qi ne voulait pas s'arrêter là. Il suggère à son roi d'attaquer directement Zhao pendant que le royaume était encore en état de choc et pas capable de se préparer à une nouvelle guerre. Le plan de Bai Qi effrayait les états frontaliers qui s'unirent et firent une offre à Qin. Contre une immense somme d'argent et la réédition de plusieurs villes frontalières de Han et de Zhao, Qin devrait renoncer à cette attaque sur Zhao. Le roi de Qin accepte le deal. Mais voilà que quelques mois seulement après l'accord, Zhao refuse de céder les villes promises. Furieux, le roi demande à Bai Qi d'attaquer Zhao une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, c'est le grand général qui refuse, pour plusieurs raisons. Premièrement, il était malade, il n'était pas en condition pour mener une nouvelle guerre. Deuxièmement, il pense que Zhao a eu le temps de bien se préparer à une nouvelle guerre. Troisièmement, Liang Po a été reconduit à la tête de l'armée et quatrièmement, Zhao avait forgé des alliances solides avec d'autres états en cas de nouvelle attaque. Le roi ne l'écoute pas et envoie un autre général lancer l'attaque contre Zhao. Et comme s'y attendait Bai Qi, l'armée de Qin sera vaincue. Et ils perdront dans la bataille 100 000 soldats. Frustré par cette défaite, le roi force Bai Qi à lancer une nouvelle offensive contre Zhao. Bai Qi refuse encore une nouvelle fois, dont l'état de santé s'était encore dégradé. Ne voulant toujours pas mener cette guerre, le roi ordonne à Bai Qi de se suicider. Et c'est ce qu'il va faire. Avant sa mort, Bai Qi aurait dit qu'après le massacre de Chongping, il ne méritait rien d'autre qu'une mort tragique. Un mois seulement après la mort de Bai Qi, Qin va perdre plusieurs batailles et plusieurs territoires qu'elle avait conquises auparavant. L'héritage de Bai Qi. Évidemment, selon dans l'état que vous habitez, vous n'aurez pas le même ressentiment vis-à-vis de Bai Qi. Il sera bien sûr haï par la population de Zhao et au contraire, il sera très respecté à Qin pour ses prouesses militaires. Je remercierai jamais assez Hara de nous avoir fait découvrir l'une des périodes historiques les plus intéressantes de la Chine. Sans Kingdom, je n'aurais sûrement jamais prêté attention à la période des royaumes combattants. Une période qui a fait émerger des génies de la guerre comme Bai Qi et Liang Po. Je sais pas si vous en rendez compte, mais à cette époque, Qin et Zhao pouvaient mobiliser chacun 500 000 soldats sur un seul champ de bataille. C'est colossal. Je pense qu'il faut attendre les guerres napoléoniennes en Europe pour avoir des armées de cette taille, soit 2000 ans après. Et le fait de savoir que le massacre de Shuai a vraiment existé, qu'il y a bien eu 400 000 prisonniers enterrés vivants, ça me fait froid dans le dos. En tout cas, Hara fait vraiment un excellent travail. On apprend tellement de choses dans le manga, il arrive parfaitement à nous retranscrire l'intensité des batailles durant cette période sanglante. Pour terminer cette vidéo, je rappelle quelques chiffres.
Hakuki a participé à plus de 70 batailles et n'a connu absolument aucune défaite. Pendant la période des royaumes combattants, on estime à 2 millions le nombre de soldats qui ont perdu leur vie sur les champs de bataille. Hakuki est responsable de la mort d'1 million d'entre eux. Il porte bien son surnom de machine à tuer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce nouveau concept vous plaît. J'en ferai sûrement d'autres, mais attention. Pour les autres personnages, je me baserai que sur le manga. J'ai fait une exception sur Hakuki, mais jamais je n'irai me spoil les faits historiques d'un personnage encore vivant. Et enfin, je vous en supplie, dans les commentaires, ne faites aucun commentaire ou même un sous-entendu qui pourrait spoiler historiquement, d'une manière ou d'une autre, le manga. Vraiment, c'est quelque chose qui peut dégoûter du manga, donc s'il vous plaît, aucun spoil historique dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.